Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire la présentation du Grand Prix des États-Unis sur le circuit des Amériques à Austin, 10e édition de cette course. Un Grand Prix encore assez récent, mais on a déjà des spécialistes de cette discipline, de cette course, et puis des non-spécialistes. On va voir un petit peu la présentation du circuit, la météo sur place pendant le week-end, mes favoris également. Et puis je vous donnerai également les dernières infos du paddock. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori. Qui vous pensez qu'il sera en difficulté, n'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos moto, cyclisme, F1, le programme est chargé, notamment ce week-end, avec de l'endurance du côté de la voiture. Puis peut-être qu'on parlera des 24 heures du Mans moto, si j'ai le temps de les regarder, c'est pas sûr. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, ça j'ai déjà dit. Si vous avez les moyens seulement, vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne et puis aller voir EPS 2.0. 9 épisodes déjà sur Deezer, sur Spotify, sur Amazon, sur Google Podcast. Et puis TikTok également pour le débrief rapide, notamment peut-être le débrief vers 22h30 samedi de la course sprint si on a le temps. Eh bien, on commence tout de suite avec ce week-end et ce Grand Prix des Amériques avec un Grand Prix de spécialistes. Comme je disais, c'est une piste qui est très bosselée. Soit on aime, soit on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux avec cette piste. Il y a des pilotes qui sont très forts. Je pense à Marc Marquez. Il y a des pilotes comme Alex Espargaro qui ne s'en sortent jamais à Austin. Donc c'est vraiment une piste qui ne laisse pas indifférent. Piste qui est quand même un peu moins bosselée qu'à une époque où on était vraiment très dangereux, ça reste quand même toujours extrêmement compliqué. Hein. Faut pas s'attendre à un billard. Vraiment, c'est pas évident sur ce circuit. Et puis un premier secteur avec énormément de courbes à haute vitesse. Qui font souvent chauffer les pneus et qui peuvent vous mettre en difficulté ensuite. Donc c'est pas un circuit évident pour régler. Surtout que le week-end ne devrait pas se faire dans des conditions totalement homogènes. On va revenir un petit peu là-dessus, mais il faut toujours faire attention sur cette piste. Mais c'est un circuit, moi, que je trouve intéressant. Je sais que certains n'aiment pas du tout ce circuit du côté de la moto, mais je le trouve plus intéressant en moto qu'en Formule 1. En Formule 1, souvent, je me fais chier. En moto, un peu moins. Sur cette piste du côté du Grand Prix des Amériques, du circuit des Amériques, pardon. Et de ce Grand Prix des États-Unis. Mais oui, il faut faire avec les bosses, donc c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir des motos qui sont quand même assez souples, et c'est pas toujours évident. C'est souvent un circuit où il y a pas mal de chutes pendant le week-end, et donc il faudra faire attention, éviter les crashs au premier virage sur les deux courses, parce que ça peut arriver, et surtout éviter les blessures, parce qu'on va avoir quand même déjà pas mal de soucis avec les blessés. Et du côté des dernières infos, eh bien, encore des absents ce week-end, notamment Marc Marquez, notamment Bastianini, également absent, enfin qui ne piloteront pas, également Paul Espargaro qui est sorti de l'hôpital. Paul Espargaro, mais qui ne peut toujours pas reprendre la moto, ce qui fait que c'est un petit peu le week-end des remplaçants, avec eh bien, le retour de Jonas Folger. Ça, c'est la première bonne nouvelle qui va rouler pour Tech 3, pour Gaz Gaz. Ça, c'est un petit peu la surprise qui avait été déjà annoncée lors du précédent week-end de course. Et puis, on a le retour de Stefan Bradl, qui remplace un Marc Marquez, qui est un petit peu habitué depuis quelques temps à faire des grands prix. Il n'avait pas roulé depuis Saint-Marin en course. Et puis l'arrivée également, certainement, le remplacement de Bastianini par Michele Pirro. Michele Pirro, là aussi, est pilote qu'on voit énormément, qui avait été, qui roule souvent à Saint-Marin, qui fait le championnat Superbike italien également. Michele Pirro, pilote d'essai Ducati depuis des années. Et il a été quand même champion d'Allemagne en 2020, Jonas Folger.
en Superbike. C'est un pilote qui a roulé un petit peu en Superbike. Il a fait le championnat du monde de Superbike. Ça s'était pas bien passé en 2021. Donc maintenant, voilà, c'est presque un part-timer. Jonas Folger, c'est presque un pré-retraité, alors que voilà, il avait eu des très bonnes performances en Moto 3 et Moto 2, mais il avait une maladie quand il était arrivé en MotoGP. Et puis ça avait été un petit peu compliqué pour lui ensuite derrière. Donc voilà, des remplaçants. Est-ce que ces remplaçants feront plus qu'un Grand Prix? Ça c'est la grande question. Parce que pour Jonas Folger par exemple, Paul Espargaro va peut-être pas revenir tout de suite. Marc Marquez devra revenir pour la prochaine course. Et puis il reste toujours le cas Miguel Oliveira. On sait que Miguel veut participer à cette course. Est-ce qu'il sera prêt? Ça c'est une autre question. Deuxième info du paddock, c'est l'idée d'un Grand Prix commun avec la Formule 1 et la MotoGP. Ça ne va pas plaire aux fans inconditionnels de la MotoGP, je dirais aux motards. Ça ne va pas plaire parce que c'est vrai que certains reprochent déjà à la MotoGP de ressembler de plus en plus à la Formule 1, de ne plus avoir d'idées neuves, alors qu'à une époque, c'est vrai que la MotoGP pouvait insuffler des idées à la F1, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt la F1 qui insuffle des idées à la MotoGP, notamment sur les courses sprint. Et l'idée ce serait de faire une sorte de super Grand Prix, c'est d'avoir à la fois la F1 et la Moto Grand Prix sur le même week-end de course. Alors ça paraît compliqué, parce que déjà il faudrait trouver un circuit qui convienne aux deux catégories. L'idée était de le faire à Madrid sur un circuit en ville, sauf qu'en moto on n'a jamais eu de circuit en ville. En MotoGP, où c'était il y a très longtemps. Le Tourist Trophy, ça fait depuis des années que ce n'est plus au championnat du monde de Moto Grand Prix. Parce que les contraintes sur les circuits sont différentes. Alors la possibilité, ça serait de le faire sur les circuits qui accueillent à la fois la F1 et la moto. C'est le cas de Barcelone, de Spielberg en Autriche, de Silverstone, de Losail et d'Austin. Mais dans ce cas-là, comment se découperait le week-end de course? Il faudrait bien entendu enlever les catégories support. On ne pourrait pas à la fois avoir la F2 et la F3 et de l'autre côté la Moto 2 et la Moto 3 et la Moto I. Ça serait quasiment impossible à imbriquer tout ça dans un même week-end. Donc il faudrait faire des concessions d'un côté comme de l'autre. Alors on a déjà eu des grands prix où il n'y avait pas la Moto 2 et la Moto 3. C'était à l'époque de Laguna Seca. Laguna Seca, c'était le Superbike américain qui faisait office de catégorie support à la MotoGP. Mais est-ce que ça serait possible de le faire de nouveau sur des grands prix européens? Ça serait la grande question. Mais c'est l'idée du côté de la MotoGP, de la F1, de faire un grand prix commun. On se rappelle également qu'au Portugal, il y avait Stefano Domenicali qui a notamment fait le drapeau à damier de la course Moto GP. Donc on verra si cette idée se poursuit et se concrétise dans les mois à venir. Et puis il y avait des essais du côté de Jerez, des essais où il y avait 4 constructeurs présents, KTM, Yamaha, Honda étaient présents sur cette piste avec du Aprilia. Également, c'était Ducati qui n'était pas présent du côté de Jerez. Et surtout, il y avait un pilote invité, un pilote qui fait beaucoup parler depuis quelques temps. C'est quand même Toprak Razgatlioglu. J'arrive jamais à le prononcer correctement son nom, le champion du monde Superbike 2021, pilote Yamaha en Superbike, qui a déjà fait quelques tests sur la M1, c'était son deuxième test, eh bien ça a été plutôt assez concluant pour Razgatlioglu, seulement à 8 dixièmes de Karl Crutchlow au niveau de ses essais de pré-saison, de ses tests, donc c'est pas extrêmement loin, même si on sait que souvent le passage entre Superbike et MotoGP, c'est rarement extrêmement bien passé pour les pilotes qui ont tenté le coup. Carl Edwards, ça a été le cas également avec les pilotes anglais, j'ai oublié son nom, James Tosland, ça s'était moyennement passé également. En fait, Karl Crutchlow, c'est peut-être celui où ça s'est le mieux passé entre sa période Superbike et MotoGP. J'ai Loris Baz également qui a fait les deux au final, et
on va dire avec à peu près le même niveau de réussite, mais c'est toujours très compliqué de passer de l'un à l'autre, que ça soit de passer de la MotoGP au Superbike ou du Superbike au MotoGP. L'un des rares qui s'en est sorti, c'est Sylvain Gattoli, qui a fait MotoGP, champion du monde Superbike. Ils sont pas nombreux. Il y a Biaggi, mais il a mis beaucoup de temps, Biaggi, avant d'être performant en Superbike et d'être régulier. Il y avait également Mélandry qui avait fait le saut et ça n'avait pas été facile non plus ça n'a pas été facile pour Mélandry. Donc il faudra voir comment ça se passe si Yamaha décidait de le faire monter en MotoGP, et puis surtout il faudrait le faire monter directement dans l'équipe 1. Vu qu'il n'y a plus d'équipe satellite pour Yamaha, il faudrait directement faire monter Toprak dans l'équipe constructeur, et ça peut être un problème en termes de points, parce que on n'aura pas le temps d'adaptation requis, même s'ils avaient fait parce que Ben Spies, je crois, était passé par Tech 3 avant d'arriver dans l'équipe 1 Yamaha. Ce qui fait que ça met quand même la pression à Franco Morbidelli, parce que Franco Morbidelli, même s'il a fait une bonne course en Argentine, ça reste pour le moment qu'un seul one-shot. Pour le moment, sa belle course du côté de l'Argentine. Donc il est sous pression avec cette arrivée de Toprak, qui va devoir prouver cette année qu'il mérite sa place en MotoGP. Il va être sous pression. Alors, est-ce que cette pression, il va la transformer en positif, ou est-ce que ça va être négatif pour lui? Eh bien, c'est la grande question. On sait qu'en plus, Toprak, Razgatlioglu et Lynn Jarvis s'entendent plutôt bien. Donc ça peut être également un problème pour notre ami Franco Morbidelli. Et puis ensuite, s'il devait ne pas être renouvelé par Yamaha, quelle équipe voudrait de Franco Morbidelli? Est-ce qu'il ne serait pas obligé d'aller en Moto 2? Ça, c'est une grande question. Et puis, il y avait également Honda qui faisait des essais. Honda qui testait en fait deux châssis. Il y avait le HRC1, qui était un châssis entièrement conçu par Honda, et puis il y avait le HRC 2, qui est conçu par Kalex. Et c'était vraiment un test important pour voir l'opposition entre ces deux châssis, pour voir est-ce que c'est Honda qui travaille le mieux ou est-ce que c'est Kalex. Et mauvaise nouvelle pour Honda, eh bien Stefan Bradl a fait 1 seconde de moins avec le châssis Kalex comparé au châssis Honda. Il semblerait que le châssis Kalex soit peut-être déjà utilisé à Austin, mais sur la prochaine course, c'est clair et net qu'on devrait avoir ce châssis HRC2 Kalex qui était à seulement 129 millième du meilleur temps réalisé par Dani Pedrosa. Dani Pedrosa qui roule énormément également, peut-être pour se préparer à remplacer au cas où des pilotes KTM en cas de blessure, parce que on s'est aperçu qu'avec les courses sprint, il va peut-être falloir que chaque constructeur ait un pilote remplaçant en forme, performant, pour pouvoir remplacer un pilote dans soit l'équipe 1, soit l'équipe satellite. Parce qu'on voit que c'est un véritable problème dans beaucoup d'équipes avec l'arrivée de ces courses sprint. Et puis, la dernière info du paddock, c'est en Espagne, une rumeur très insistante avec pourquoi pas un divorce entre Honda et Marc Marquez. Marc Marquez qui en a marre, grosso modo, des atermoiements de Honda, notamment au niveau du châssis, de ne pas être assez mis au courant. Le fait d'avoir un peu plus de concurrence désormais avec Johan Mir, avec Alex Rins également chez LCR ne lui plairait pas énormément. Et puis le fait qu'il n'arrive plus à être performant pour le moment avec la Honda, que voilà, il n'arrive pas à s'en sortir avec la Honda. Alors il semblerait qu'on réfléchisse à ce que il aille chez KTM avec une KTM sponsorisée par Red Bull dans l'équipe 1. Mais sauf qu'il faudrait trouver de la place. Or, Brad Binder semble bien installé. Jack Miller, pour le moment, fait des bons résultats. Donc ça ne serait pas si évident que ça de le voir aller chez Red Bull. Mais c'est une rumeur insistante en Espagne. Notamment chez d'anciens cadres de chez LCR. Qui dirait que ça serait une grosse idée de le mettre dans cette situation là.
On regarde tout de suite le Grand Prix de l'année dernière, un petit retour sur 2022 avec ce Grand Prix moto des Amériques, une piste qui était bosselée. C'était la 4e manche à l'époque du championnat du monde de vitesse moto 2022, alors que cette année c'est seulement la 3e manche. On a perdu Losail en début de saison qui est remis en fin de saison. Et ça avait été une course remportée par Enea Bastianini. C'était la 2e victoire de la saison de Bastianini devant Alex Rins et Jack Miller. Bastianini qui avait fait un très gros début de saison, qui prenait la tête du championnat du monde devant Alex Rins et Alex Espargaro, pardon. 2e, donc c'était Alex Rins sur la Suzuki qui avait fait une super course. À ce moment-là, Suzuki était performant. À ce moment-là, Suzuki ne savait pas encore que c'était leur dernière saison. 3e, Jack Miller qui avait réussi des très très beaux dépassements, notamment une magnifique passe d'armes avec Johan Mir dans le dernier tour de course. Et puis pour les Français, ça avait été un peu plus compliqué avec un Fabio Quartararo 7e, un Johan Zarco 9e. Mais on sait que les Français ont rarement été performants sur cette piste. Et puis on se souvient tous du raté au départ de Marc Marquez qui était parti en dernière position après s'être complètement raté sur la phase de départ, qui avait réussi à remonter jusqu'à la 6e place sur sa Honda. Quelques pilotes avaient été en difficulté, Alex Marquez était tombé, Marco Bezzecchi avait abandonné, Darren Binder également avait chuté mais était reparti. Et puis parmi les pilotes, les équipes qui avaient été en difficulté, KTM, une seule moto, avait réussi à rentrer dans le top 15. Et puis du côté de chez Honda, à part Marc Marquez, c'était compliqué pour Paul Espargaro et Nakagami, seulement 13e et 14e, et Dovizioso avait pris le point de la 15e place devant Franco Morbidelli qui avait été en difficulté. Alors le circuit d'Austin qui est assez récent, il date de 2012. Première édition, je crois, 2013 du Grand Prix des Amériques. Donc c'est la 10e édition seulement du Grand Prix des États-Unis. Et c'est toujours un circuit assez surprenant. Il se passe toujours beaucoup de choses à Austin, parce que le circuit, là vous ne pouvez pas le voir, mais il est très bosselé. Ce circuit des Amériques, avec quand même pas mal de virages, on a 20 virages sur cette piste qui fait 5 km 513, c'est l'une des pistes les plus longues du championnat du monde de moto GP. Et c'est un circuit qui est extrêmement vallonné, et c'est un circuit qui est très bosselé parce que le goudron a travaillé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. C'est un circuit qui a beaucoup travaillé, bien plus que d'habitude sur d'autres pistes, donc c'est vrai qu'il a fallu déjà le refaire. On a tenté de diminuer les bosses, mais il reste quand même toujours énormément de bosses sur cette piste. Il y a vraiment des spécialistes et des non spécialistes. Marquez fait partie des spécialistes, mais il ne sera pas là au départ. On va voir un petit peu les 3 sections pour moi les plus importantes. Le premier virage le plus important pour moi, c'est le virage 1 qui est ici. Le virage 1, il est compliqué parce que il faut freiner extrêmement tardivement. Pourquoi ? Parce que avant le virage 1, vous avez une pente qui commence à peu près ici, quasiment au niveau de la ligne de départ, et qui est à 11%. Donc pour les non-cyclistes qui suivent la chaîne, 11% c'est costaud, c'est très costaud comme pente. C'est une petite pente de Mont Ardennais, comme on va avoir cette semaine avec Liège-Bastogne-Liège, et qui vous emmène au virage numéro 1. Ce qui fait que vous pouvez freiner extrêmement tard dans ce virage, et vous avez plusieurs trajectoires possibles. Donc ça peut vraiment permettre de faire des dépassements, et souvent, lors du premier tour, juste après le départ, il se passe des choses. Au premier virage, vous avez des pilotes qui peuvent perdre 4-5 places très rapidement. Ensuite, on a un enchaînement de virages rapides, 2, 3, 4, 5, 6, ça envoie à très haute vitesse. Moi, je dirais que l'autre portion importante, c'est l'enchaînement 7, 8, 9. Vous pouvez tenter des choses au 7, 8, 9, même s'il faut un petit peu oser. Mais 7, 8, 9, on peut tenter des dépassements, en sachant que pourquoi c'est compliqué ? Parce que le pneu commence à chauffer à ce moment-là assez nettement, parce que le 3, 4, 5, 6, c'est des courbes à haute vitesse, donc les pneus commencent à chauffer un petit peu à ce moment-là, et ce sont 3 virages qui se referment par rapport aux précédents, qui sont un peu moins ouverts en termes d'angle, donc qui sont pas faciles. Le 10, c'est une cassure qui vous emmène sur une descente, qui vous emmène un virage extrêmement lent en épingle, qui est le virage 11, où faut pas se rater, parce que sinon vous pouvez perdre beaucoup de vitesse sur la ligne droite.
Donc ensuite, vous avez la ligne droite. Le 12, c'est un gros freinage où vous pouvez avoir des tentatives de dépassement. Et moi, je dirais que l'autre virage important, pour moi, c'est le 16 parce qu'on peut tenter de dépasser dans le 16. Alors, il faut un petit peu oser. Faut parfois jouer un petit peu au forceps. Mais surtout, le 16, il est intéressant parce qu'il s'ouvre. C'est pas vraiment une épingle, c'est une épingle un peu ouverte. Et surtout, à la sortie, vous avez de la place. Vous pouvez monter un petit peu sur le vibreur. Et ensuite, vous prenez pas mal de vitesse pour enchaîner 17, 18, 19. Donc, c'est vraiment un virage intéressant ici. Et puis ensuite, le 19, on freine un petit peu. Le 20, gros freinage pour finir du côté d'Austin. Donc, un circuit, voilà, très intéressant. En termes de pilotage, je crois que maintenant vous savez tout sur le circuit d'Austin et ses 5 km 513. On regarde tout de suite la météo. On regarde tout de suite la météo. Du côté de la météo, eh bien, vendredi, il fera entre 24 et 28 degrés. Ça sera la journée la plus fraîche de ce week-end. Des nuages, sauf en fin de journée, notamment pendant la P2. J'ai regardé les horaires, la P2 entre 16h et 17h. Voilà, le soleil devrait commencer à se montrer vers 16h et avec un vent de sud qui sera présent entre 20 et 40 km/h toute la journée, donc sur cette journée de vendredi. Le vent qui va avoir une importance sur ce week-end, car samedi, ça sera du vent du nord qui sera plus faible, entre 15 et 25 km/h, des températures qui seront entre 24 et 30 degrés. Pour la course sprint, les 30 degrés, donc il faudra faire attention au niveau du maintien des pneus sur cette course sprint. Si certains pilotes prennent des pneus très tendres, ça peut les mettre parfois en difficulté. La piste sera peut-être verte également pour la séance de free practice et les qualifications le matin, vu qu'il y aura des orages pendant la nuit, également des orages très tôt le matin, jusqu'à 8h il y a des risques d'orage, et donc ça pourrait noyer un petit peu la piste sous les trompes d'eau, donc il faudra se méfier lors de la matinée. Et puis dimanche, eh bien, il fera 30 degrés avec un ressenti à 37 degrés, donc ça va être compliqué pour les pilotes. Grand soleil, un petit vent de nord-est cette fois-ci, entre 20 et 30 km/h, qui pourrait donc avoir des conséquences le vent sur le week-end de course. Donc voilà, des conditions plutôt estivales du côté de Austin, et donc il faudra se préparer physiquement. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Pecco Bagnaia parmi mes favoris. Bon, il semble quand même très performant en termes de rythme, mais certes il s'est raté du côté de l'Argentine, mais c'est un circuit qu'il n'aime pas énormément. Même si l'année dernière, il avait pris qu'une 5e place, seulement une 5e place du côté des États-Unis, je pense que c'est un circuit où il peut faire vraiment une belle course. À côté de lui, je mets Alex Marquez, à l'aise sur la Ducati. On sait que c'est un pilote qui arrive à s'en sortir dans des conditions difficiles, même si c'est pas forcément le pilote le plus performant sur cette piste. Je mise quand même sur Alex Marquez, et puis j'ai mis Brad Binder. Il avait été performant sur cette piste l'année dernière malgré une KTM qui était vraiment pas bonne. Donc ça peut peut-être vraiment progresser sur cette piste. Et puis j'ai mis en gros Scott Johan Zarco, même si je pense que ça risque d'être compliqué parce que c'est pas forcément la piste préférée à Johan, mais il semble quand même plutôt intéressant en ce début de saison. Et puis peut-être avec un temps de roulage supérieur, ça peut peut-être l'aider. Les enjeux de ce week-end, eh bien Quartararo va-t-il enfin trouver la solution en qualification? On a vu en Argentine, il avait un très bon rythme en course. Par contre, en qualification, il a toujours du mal sur son time attack, sur ses tours d'attaque, où il n'arrive pas à trouver ces 2, 3, 4 dixièmes qui peuvent faire la différence et qui peuvent permettre de rentrer directement en Q2 ou de rentrer sur les 2 premières lignes de la grille de départ. Une Honda va-t-elle faire un top 5? C'est vrai que pour le moment c'est compliqué pour Honda, mais avec ce nouveau châssis Kalex, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va le tester déjà et est-ce que ça va bien se passer du côté d'Austin? Ça c'est une grande question. Et puis Alex Espargaro va-t-il enfin s'en sortir sur cette piste? Il est vraiment pas fan de ce circuit. Il a eu 2 courses chez Aprilia les 2 dernières années qui avaient été très compliquées. On se souvient il y a 2 ans, ça avait été difficile, avec également Maverick Viñales qui n'était pas présent. On se souvient, c'était le cousin de Maverick Viñales qui était mort juste avant le week-end à Austin. Et du côté d'Aleix Espargaro, ça avait été compliqué. Je crois qu'il avait eu 4 ou 5 chutes sur le week-end. Et l'année dernière, ça n'avait pas été facile pour Alex Espargaro aussi. Donc, est-ce qu'il va enfin s'en sortir sur cette piste? C'est la grande question. On regarde tout de suite le programme du week-end du côté d'Austin. Hop là, eh bien c'est très simple, il faut faire attention, il y a un gros décalage horaire, donc toutes les séances auront lieu le soir.
On va commencer avec la MotoGP. La séance 1 de MotoGP aura lieu entre 17h45 et 18h30 sur Canal+ Sport 360. Cette séance DTC numéro 2 aura lieu entre 22h et 23h, encore une fois sur Canal+ 360. Le samedi 15 avril, les essais libres entre 17h10 et 17h40 sur Canal+ Sport 360. Q1, début des qualifications à 17h50, encore une fois sur Canal+ Sport 360. Et puis la course sprint à 22h sur Canal+, et toujours sur la RTBF du côté de Ovio. Le dimanche 16 avril, le warm-up à 16h45, et puis la course MotoGP, ça sera à 21h sur Canal+ 360, pas sur Canal+ traditionnel pour la course normale. Du côté de la Moto 2, de la Moto 3, les qualifications Moto 3, ça sera à partir de 19h50 sur Canal+ Sport 360 samedi, pour une course dimanche à 18h. Et puis pour les Moto 2, la qualification commencera à 20h45, elle se finira à 21h25, et la course, elle, aura lieu à 19h15, également sur Canal+ Sport 360. Et bien, j'espère que maintenant vous savez tout de ce week-end du côté d'Austin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.